Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui puisque on est début avril. Il faut que je vous parle de mes lectures de mars. Comme vous l'avez très certainement vu, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière parce que pas trop de morale, pas trop envie de tourner. J'ai un peu perdu l'inspiration pour le bullet journal et je prends plus de plaisir en fait à tourner ce genre de vidéo, à créer mon bougeot, à l'utiliser même hors caméra en fait. Donc j'ai décidé que pour le moment j'allais suspendre mes vidéos bullet journal et aussi la création et le remplissage de mon bullet journal lecture puisque c'est pareil finalement je me force pour pouvoir l'inclure dans cette vidéo là et ça me prend énormément de temps à créer, à remplir, ensuite à monter et à vous proposer la vidéo dans le format que je vous proposais ces derniers mois. Donc pour le moment je vais suspendre ça. Je vais continuer à vous parler de mes lectures puisque j'adore ça. Ça me pose aucun problème d'en parler, de faire le montage, de vous proposer les vidéos. Je prends toujours autant de plaisir sur ce côté-là. Mais voilà, le côté bullet journal, pour le moment je suspends et je sais pas quand est-ce que je reprendrai, si je reprendrai. Dans tous les cas, il faut quand même que je vous parle de mes lectures. J'en ai fait des plutôt sympas, certaines dont je vous ai parlé dans un vlog lecture que vous avez donc déjà vu. Mais il y en a aussi d'autres dont je ne vous ai pas encore parlé, notamment une que j'ai terminée il y a quelques jours. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un essai que j'ai lu dans le cadre d'une masse critique avec Babelio et les éditions Talendier, puisque c'est eux qui m'ont envoyé le livre. Pour rappel, les masses critiques, c'est un espèce de concours dans lequel on peut gagner le livre en question. Mais en échange, on doit le lire et le chroniquer sous 30 jours. Et sur la masse critique de février, je crois. Oui, je crois bien que c'était février puisque je l'ai reçu fin février. Et je l'ai lu fin février, début mars. C'est 5 ans dans la Chine de Xi Jinping de Frédéric Lemaître. Je crois que je vous en ai parlé quand même très rapidement en vous disant que j'étais en train de le lire et que j'appréciais beaucoup. Je l'ai terminé donc début mars. Et je dois dire que je suis quand même agréablement surprise, puisqu'ici on va parler d'un sujet qui honnêtement ne me parle pas tant que ça, c'est-à-dire la Chine de nos jours, que ce soit son aspect politique, géopolitique, social tout simplement. J'avoue que je connais pas grand chose à la Chine, je m'y intéresse pas tant que ça, même quand ça parle aux informations de quand même sujets importants, moi ça me parle pas tant que ça. Et donc j'ai été intriguée et j'ai quand même postulé pour ce livre-là. Franchement, j'ai pas été déçue. C'est donc écrit par Frédéric Lemaître, qui est, comme vous le voyez ici, le correspondant du Monde à Pékin, du moins qu'il l'était, puisqu'il est rentré en France fin 2023, je crois, courant ou fin 2023, et il y était donc depuis 2018. Donc en fait, il va nous parler de son expérience en tant qu'expatrié, que ce soit en tant que citoyen, individu lambda, et aussi en tant que journaliste. On va voir son expérience de vie en Chine, à travers ses yeux et aussi à travers ses rencontres, puisqu'il a discuté, il a rencontré d'autres expatriés, mais aussi des Chinois aisés, des Chinois pauvres, tout un panel finalement de citoyens du monde qui vivent en Chine et qui ont différentes expériences de vie en Chine. Et du coup, c'était hyper intéressant puisqu'on aborde quand même énormément de sujets. Et on découvre une Chine qui est quand même très complexe et qui est pas, c'est pas finalement tout noir ou tout blanc. Donc c'était une lecture qui était quand même très intéressante, qui personnellement m'a beaucoup plu. Je l'ai lu aussi assez rapidement, comme quoi vraiment j'étais absorbée finalement dans ma lecture. Et je trouve que Frédéric Lemaître, il a un don, il a un talent. Après, il est journaliste, il a l'habitude, mais il m'a donné envie en fait de lire son livre, il m'a donné envie de découvrir les sujets qu'il abordait. Et je suis toujours étonnée de me dire que j'ai vraiment apprécié cette lecture. Donc même si c'est pas forcément un sujet qui vous passionne, si jamais je vous ai donné envie de lire ce livre, et d'ailleurs vous pouvez aussi aller voir ma critique sur Babelio, mais dans tous les cas, si vous avez un quelconque petit intérêt qui s'est éveillé, je vous invite quand même très fortement à lire ce livre, ça ne peut que vous plaire. Après ça, j'ai lu et écouté 3 livres dont je vous ai déjà parlé, je pense en long, en large et en travers dans le vlog lecture qui est sorti il y a quelques semaines. Donc je vais venir quand même très rapidement dessus. J'ai notamment lu Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein que j'ai
absolument adoré. Pour rappel, c'est un croisement entre un roman historique et un documentaire essai autour de cet événement réel qui s'est passé en 1761, le naufrage du navire Lutil, qui était un navire de commerce qui avait embarqué illégalement 160 esclaves malgaches et donc qui dit naufrage dit mort, noyade, survie sur une île déserte et assez inhospitalière. Pour rappel, c'est donc une histoire vraie et assez rocambolesque. J'ai adoré à la fois la redécouverte de cette histoire puisque je la connaissais déjà, mais j'ai aussi adoré la plume d'Irène Frein, la façon dont elle aborde ces événements, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant et ce qui s'est passé après le naufrage. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la postface de Max Guérou, qui est donc un des archéologues qui a travaillé sur l'île Tromelin pour mettre à jour les ruines qui ont été laissées par les esclaves qui ont vécu, je le rappelle, une quinzaine d'années sur cette île avant d'être sauvés. Bref, j'ai absolument adoré. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de littérature du réel, de littérature autour des naufrages, de la survie, je suis preneuse. J'ai déjà lu donc celui-ci. J'ai lu aussi Les naufragés du Wager, qui était une lecture un petit peu plus compliquée, un petit peu plus orientée sur la vie sur le bateau, mais qui était aussi quand même très sympa. Et j'avais aussi lu le titre d'Alfred Lansing sur le voyage de l'endurance, que j'avais absolument adoré. Bref, si vous avez des recommandations sur ce type de lecture, je suis preneuse parce que c'est quelque chose que j'adore et qui me passionne. J'avais aussi lu dans le cadre de ce vlog Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. Ici, c'est donc une lecture en VO et c'est un livre que j'avais reçu. Je sais plus si c'était à Noël ou à mon anniversaire, mais c'est une lecture que j'avais mis dans ma wishlist et que je voulais absolument découvrir. Il n'est pas encore sorti en français, j'espère qu'il sera traduit un jour parce que j'ai vraiment adoré. Ici, c'est une fiction littéraire. On va suivre Tova, qui est une dame de 70 ans. Elle est veuve depuis quelques années et surtout, elle a perdu son fils dans des circonstances dramatiques et non élucidé puisque celui-ci a perdu la vie en mer mais on n'a jamais retrouvé son corps et ça s'est passé il y a une trentaine d'années. Bref, de nos jours, on suit Tova qui travaille de nuit dans un aquarium. Elle s'occupe du ménage en fait et elle va se lier d'amitié avec cette pieuvre géante du Pacifique qui s'appelle Marcellus. Et j'ai adoré à la fois les différents points de vue puisqu'on va suivre Tova, on va suivre Marcellus ici et on va suivre d'autres personnages qui sont plus ou moins importants dans l'histoire. Et j'ai adoré. Alors il faut pas s'attendre à avoir énormément d'action, énormément de suspense puisque nous, en tant que lecteurs, on se doute quand même assez rapidement du chemin qu'on va prendre, mais les personnages ne s'en doutent pas. Et notre ami Marcellus ici, il va aussi savoir ce qui se passe, mais à sa propre façon. Mes chapitres préférés ont clairement été ceux où on suit Marcellus, enfin c'est même pas on le suit puisque il casse le quatrième mur et il s'adresse à nous, lecteurs. J'ai adoré sa façon de s'adresser à nous, j'ai adoré ses monologues, sa façon de s'exprimer, sa façon de voir les choses. Et j'ai tellement chialé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je pense, sur les 30 dernières pages. Alors qu'encore une fois, nous lecteurs, on sait très bien où ça va. Ça ne m'a pas empêché d'être extrêmement émue, extrêmement touchée. Et voilà, si vous voulez le lire en VO, il est quand même très accessible. Si vous voulez attendre la version française, eh bien j'espère qu'elle sera accessible très prochainement. Je ne sais pas si une maison d'édition a déjà acheté les droits. J'espère que oui et j'espère qu'on l'aura très bientôt en français. Et enfin, toujours dans le cadre de ce vlog, j'ai aussi écouté le premier tome d'un nouveau Cozy Mystery qui est aussi sorti chez le Cherche Midi. C'est L'art meurtrier du lait de coco, le premier tome de La cuisine mortelle de Tita Rossi. C'est écrit par Mia Manansala et c'est une plongée dans l'Amérique du melting pot puisqu'on suit notre personnage principal qui s'appelle Lila. Elle fait partie de cette génération d'enfants d'émigrés puisque c'est toute sa famille qui est venue des Philippines, mais elle est née aux États-Unis. Sa meilleure amie, elle est pakistanaise. L'un des hommes qu'elle a dans son radar est lui métis, il est américain d'origine coréenne. Bref, un gros melting pot. Ses marraines qui sont aussi les meilleures amies de sa maman qui est malheureusement décédée. Elles sont aussi philippines, mais elles ont des noms de mois. Il y en a une qui s'appelle May, une qui s'appelle June et une qui s'appelle April. Et du coup, Lila, elle les appelle le club du calendrier. Je trouve ça hilarant.
Et enfin, on a aussi évidemment la famille de Lila, puisque elle est orpheline, elle a été élevée par sa grand-mère et sa tante qui tiennent le restaurant philippin de Shady Palms, cette ville où donc Lila habite. Et un beau jour, l'ex-copain de Lila qui s'est improvisé critique gastronomique, qui a l'habitude de manger dans le restaurant de la famille de Lila, il va mourir en mangeant le dessert que celle-ci lui propose. Donc évidemment, cet homme-là va tourner autour de l'enquête sur la mort de Derek et donc on va découvrir un petit peu la vie de Lila, son passé, ses amis, et c'était hyper rafraîchissant, c'était très sympa. Après, je dois dire que c'est aussi, même si c'est très gourmand, j'ai trouvé énormément de similitudes avec notamment les enquêtes d'Anna Svensson, mais ça s'écoute très bien, puisque je l'écoutais en lecture audio. Je pense qu'en lecture physique, ça doit aussi très bien se lire. Dans tous les cas, j'ai apprécié ma lecture, je lirai le tome 2 quand il sortira. Ensuite, j'ai emprunté un livre à la médiathèque que j'avais mis dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge. Je suis quasi sûre que c'est celui-ci. Le challenge littéraire du printemps organisé par Flowfly. J'ai donc lu L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici. Je sais toujours pas comment ça se prononce à l'italienne. Ici, c'est un thriller, un roman policier. On va suivre une enquête un petit peu spéciale et c'est aussi ça qui m'a vachement attirée dans cette lecture. Au tout début du roman, un pédophile se fait enlever par un mystérieux inconnu qui lui arrache toutes ses dents et qui propose à la population italienne via une vidéo envoyée sur tous les téléphones italiens de se faire justice soi-même parce que cet inconnu considère que la justice italienne ne fait pas son travail et en gros, cet inconnu va proposer donc aux citoyens italiens de tout simplement condamner à mort ou pas ce pédophile à travers un vote et il laisse 3 heures aux Italiens pour faire leur choix et voter. Voilà, donc ça c'est le postulat de base. C'est ce qu'on nous dit sur la 4e de couverture et je pensais que tout ce tome-là, qui est quand même assez énorme, allait parler uniquement de cette enquête, mais il se trouve que c'est bien plus que ça. Au début, ça m'a un petit peu déçue, je dois dire, et finalement, j'ai trouvé ça vraiment chouette de la part de l'auteur et aussi sur l'intrigue dans sa totalité. J'ai juste été un petit peu déçue par, pas forcément par la fin, mais par le questionnement, puisque évidemment, il y a un rapport assez important avec le fait de se faire soi-même justice et le fait de communiquer là-dessus, ainsi que la part qui est quand même de plus en plus importante des réseaux sociaux. Bref, il y a tout un questionnement là-dessus que j'appréciais, mais qui n'est pas aussi creusé que ce que j'aurais espéré. Après, c'est pas une grosse déception non plus, c'est juste que j'aurais aimé que ce soit un peu plus abordé, un peu plus approfondi. Bref, c'était très sympa. Ceci dit, le plus gros bémol pour moi, c'est l'utilisation très répétitive de différents langages. Il y a certes un langage assez vulgaire de certains personnages, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Mais ce qui m'a posé le plus problème, c'est que ça se passe en Italie et on a différents personnages qui viennent de différentes régions italiennes. Ils ont tous donc leur langage, leur accent. Et on n'a pas tout le temps les traductions, ou alors on a les traductions en notes en bas de page. Et franchement, j'ai trouvé ça assez chiant, pour tout vous dire. Puisqu'on a la traduction, certes, en français, mais on a beaucoup de dialogues qui sont en sarde ou en sicilien, ou encore autre chose. Et ça coupe finalement cette lecture et cette fluidité, puisque, pour rappel, on est dans un thriller, donc ça se lit quand même super vite. Donc voilà, c'était quand même très frustrant d'avoir très régulièrement des lignes de dialogue qui sont en italique et qui sont en sarde ou en sicilien. Et il faut aller chercher la traduction pour se replonger ensuite dans ce dialogue. C'était pénible. Aussi, vous le voyez peut-être parce que c'est noté juste là, mais en gros, ce tome-ci fait partie d'une série policière et l'illusion du mal. Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas quel tome c'est dans cette série, si c'est le tome 2 ou si c'est le tome 3. Dans tous les cas, le duo d'enquêtrices principales sur cette affaire, qui est Eva et Mara, elles se connaissent déjà, elles ont déjà enquêté ensemble, mais ça ne pose pas de problème dans la lecture et la découverte de ce tome. Comme très souvent avec les séries et les romans policiers, chaque tome peut se lire indépendamment des uns des autres, donc c'était plutôt cool. Et enfin, j'ai eu une grosse surprise puisque je vous ai parlé au début de la vidéo que j'avais participé à la masse critique avec Babelio
du mois de février, qui était donc autour de la non-fiction et des essais. Et celui de mars, c'était la masse critique mauvais genre, où on va s'intéresser au polar, à l'imaginaire un peu dark, un peu noir, au roman gothique, bref, ce genre de choses. Et alors au début j'ai pas été sélectionnée, donc j'étais un petit peu déçue puisqu'il y avait énormément de livres qui m'intéressaient, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis on m'a contactée pour tenter de participer à une masse critique un petit peu particulière, et là j'ai été sélectionnée. J'ai reçu le livre et j'étais absolument hypée de fou, puisque au moment où je vous tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti, et je pense que quand la vidéo va sortir, il ne sera toujours pas sorti. C'est un livre d'un auteur que j'ai énormément apprécié puisque j'avais lu sa saga il n'y a pas si longtemps. Je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps du moins. C'est une saga que je me suis étalée dans le temps pour pouvoir la savourer. Et un bon nombre de personnes l'a énormément apprécié, à la fois pour la qualité de l'intrigue, mais aussi pour le travail éditorial qui a été fait sur les romans. Bref, vous voyez peut-être de quoi je parle, surtout si vous me suivez sur Instagram parce que vous avez dû voir les stories passer. Bref, j'arrête le suspense ici. J'ai reçu Cathy de Michael McDowell, qui est donc publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et qui sort le 19 avril prochain. Et déjà, prenons un instant pour s'extasier de nouveau sur le travail éditorial qui a été fait par Monsieur Toussaint Louverture. La couverture est toujours absolument magnifique, que ce soit la première, la tranche et la quatrième de couverture. Incroyable. Il est vraiment de toute beauté. Et l'histoire est tout aussi addictive. Je pense d'ailleurs que si vous avez apprécié Blackwater, Cathy, qui est donc un stand-alone, peut vachement vous plaire. Dans tous les cas, j'ai reçu Cathy vers la fin du mois de mars, sur une journée où j'avais passé vraiment une journée de merde. Du coup, j'étais ravie de le retrouver dans ma boîte aux lettres. Et je me suis dépêchée de terminer L'Illusion du Mal pour pouvoir le découvrir assez rapidement, puisque pour rappel il faut que je le lise et que j'en fasse une critique sous 30 jours, donc j'ai jusqu'à la fin du mois d'avril pour pouvoir proposer ma critique sur le site de Babelio. Je pense que je vais la faire dans pas longtemps. Je vais vous lire le résumé qui est sur la quatrième de couverture et qui est quand même assez rapide, assez succinct. On nous dit: lorsque Philomena Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slape, elle se précipite à sa rescousse. Mais le temps presse, car Cathy Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain. Mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la Furie. Cathy la Furie, c'est exactement ça. D'ailleurs, en lisant le prologue qui dure juste peut-être 3 ou 4 pages, je me suis notée dans mes notes de téléphone, ce que je ne fais absolument jamais. Je ne prends jamais de notes pendant ma lecture. Mais là, je me suis notée: prologue Cathy. Cathy est une réelle psychopathe. Et honnêtement, c'est exactement ça. À chaque fois qu'on suit Cathy, que le narrateur suit Cathy et ses événements, ses aventures, entre guillemets, c'est une psychopathe ou une sociopathe. Je sais pas. Je saurais pas vous dire la différence. Je suis pas très calée là-dessus. Mais c'est une grande malade mentale. Et c'était absolument jouissif de la suivre, même si évidemment ce qu'elle fait c'est absolument pas correct, c'est absolument pas un comportement qu'on veut soutenir, mais j'ai adoré. D'ailleurs, si vos passages préférés dans Blackwater c'était les morts un petit peu bizarroïdes, jouissives, même quand c'était des personnages qu'on appréciait, avec Cathy vous allez vraiment vous régaler, puisque là niveau gore, horreur et imagination de mort, on est plutôt pas mal. D'ailleurs, à la fin du livre, Michael McDowell a écrit, il n'y a pas forcément de remerciements ou de notes de l'auteur, mais il a juste dit: Cathy contient certains de mes meurtres les plus effroyables. C'est sans doute mon livre le plus cruel. C'était très amusant à écrire. Et j'avoue que je comprends parfaitement pourquoi il dit ça. Bref, j'ai adoré, c'est jouissif. On suit à la fois Philomena Drax, qui est donc cette jeune fille qui reçoit une lettre de son grand-père. On la suit au tout début, elle est dans une extrême pauvreté. On la découvre avec sa mère. Elle galère vraiment. Limite, elles sont en train de mourir de faim. Elles ont des dettes qu'elles n'arrivent pas à essuyer. Bref, c'est vraiment compliqué pour elle et sa mère. Et au moment où elle reçoit cette lettre de son grand-père qui, lui, avait pris ses distances avec sa fille, qui est donc la mère de Philomena,
Lui, il est absolument richissime et ça fait 23 ans qu'il n'a pas eu de contact avec la mère de Philo. Bref, il les contacte, il leur dit qu'il a largement payé durant ces 23 années pour la méchanceté qu'il a eue envers la mère de Philo et il leur demande de l'aide puisque la famille de Cathy s'est installée chez lui et a réussi à mettre la main sur la plus grosse partie de sa richesse. Et Cathy notamment lui mène la vie dure. Je vais rester vague comme ça, vous découvrirez vous-même ce qui se passe avec le grand-père. Bref, c'est comme ça que Philo va rencontrer, découvrir Cathy et sa famille, puisque certes, Cathy, c'est quand même la plus dérangée de tous, mais son père et sa belle-mère sont aussi pas mal frappadingues. Donc comme je vous le disais, on va suivre Philo, cette jeune fille qui est bien sous tout rapport, mais qui galère avec l'argent et avec la vie. Et on va suivre aussi certains chapitres avec Cathy et sa famille, donc son père et sa belle-mère. C'est vraiment une famille de frappadingues qui n'est motivée que par l'argent et les moyens de le dépenser. Ils sont complètement irresponsables, que ce soit dans leur manière de vivre ou dans leur rapport, les relations qu'ils entretiennent avec certaines personnes. Là aussi, je reste vague. J'essaie de rester le plus vague possible pour ne pas vous gâcher l'expérience de lecture. Mais c'était excellent. On a là aussi des personnages assez caricaturaux, un petit peu comme dans Blackwater. Même si on a quand même moins de personnages que dans cette saga familiale. C'était un régal. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, il fait un petit peu plus de 500 pages, je crois. Ah non, un petit peu moins. 455 pages. Et comme dans les Blackwater, ça se lit tout seul. En fait, on est vraiment happé par ce qui se passe. Dès qu'on finit un chapitre, même si on termine un point de vue, même si on termine une partie, on a absolument envie de savoir ce qui se passe après. C'était addictif. Dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller de vous ruer dessus si vous en avez envie, mais surtout de le découvrir, que ce soit rapidement ou pas. C'était un régal. Quant à moi, je sais que je vais le faire tourner dans ma famille, puisque ma mère a déjà mis un joker dessus et elle m'a dit que dès que je l'avais terminé, elle allait s'y attaquer. Ma sœur a très envie de le lire alors qu'elle n'a absolument pas découvert les Blackwater, elle ne connaît pas l'écriture de Michael McDowell, mais ça lui a fait très envie aussi. Et mon ami qui avait commencé à découvrir les Blackwater, qui n'est absolument pas un grand lecteur, qui a du mal à apprécier le fait de lire, quand je lui ai parlé de Cathy, que je lui ai montré un petit peu la couverture et que je lui ai raconté un petit peu ce qui se passait, ça lui a redonné envie de se plonger dans Blackwater. Donc il a repris sa lecture et il a continué. Au moment où je vous parle, il va commencer le tome 3, alors que, encore une fois, c'est pas un grand lecteur. Bref, du coup, j'ai remotivé tout le monde et j'espère vous motiver aussi parce que vraiment, en fait, il vaut le détour. Et pour le rappel, il sort le 19 avril et comme c'est toujours édité par Monsieur Toussaint Louverture dans une version poche, il est toujours très accessible puisqu'il est prévu au tarif de 12,90 €. Encore une fois, 12,90 € pour 450 pages, une couverture aussi magnifique et une intrigue aussi prenante. Franchement, ça vaut le coup. Et voilà, c'en est tout de cette update lecture pour le mois de mars. Finalement, j'ai pas lu tant que ça, j'ai l'impression. Attendez, je regarde. Ouais, si, j'ai quand même lu 7 livres. Il y en a un dont je vous ai pas parlé puisque je suis en train de tourner un autre vlog lecture un petit peu particulier. Du coup, je vous en parle dans ce vlog lecture là, donc je l'ai pas abordé aujourd'hui. Et c'était des lectures quand même vachement sympa. J'ai pas vraiment eu de déception, j'ai envie de dire. À la limite, j'ai eu des lectures sympas mais pas marquantes. Dans tous les cas, j'ai pas eu de déception et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, j'ai eu des quasi coups de cœur, j'ai envie de dire, avec Remarkably Bright Creatures ici et Les Naufragés de l'île Tromelin qui est là. Encore une fois, je vous en ai parlé en long, en large, en travers dans un vlog. Je vous invite à aller le voir. Bref, dans tous les cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur Instagram puisque je vous parle quand même rapidement de mes lectures, que ce soit en story ou en post. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!